présentation de Stéphane. La plupart des gens me connaissent. Et Stéphane travaille sur la connectivité et tout ce qui tourne autour de cette notion que finalement les mathématiciens ne s'y sont pas vraiment intéressés. Et aujourd'hui, Stéphane a une théorie particulièrement intéressante qui est en cours d'ébauche. Il m'expliquait qu'il avait déjà construit les fondations et le premier étage et qu'il avait encore le deuxième étage de la maison à construire. Donc c'est un work in progress, mais il va quand même nous présenter ce qu'il a fait ce soir. Et puis il a un petit peu contracté son titre. Il l'expliquera lui-même. Voilà. Donc je lui laisse la parole. Merci. Ok, merci. Alors bon, c'est un exercice assez particulier puisque il est à la fois question de philosophie et de mathématiques. Et tu as dit dans ta présentation que on se connaissait, que tout le monde me connaissait, mais en fait je ne crois pas, parce que comme moi je ne connais pas tout le monde, je pense que réciproquement, tout le monde ne doit pas me connaître en fait. Et donc, je ne sais pas exactement quel est l'auditoire, on va le supposer d'origine variée, et pas forcément mathématicien, pas forcément philosophe. Bon, vous aurez toujours la possibilité de vous dire, si à un moment c'est pas clair du tout, que c'est soit parce que je suis sur le versant philosophique si c'est pas le vôtre, soit c'est parce que je suis sur le versant mathématique si c'est pas le vôtre. Mais peut-être qu'il y a des moments où personne ne comprendra rien. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère être assez clair pour tout le monde. Bon, lorsque Franck m'a proposé d'intervenir dans ce séminaire dont l'intitulé général depuis 4 ans maintenant, depuis 5 ans, dont l'intitulé général est Théorie des catégories et ontologie plate. C'est bien ça. Ouais. Bon, j'ai été très touché que tu penses à moi, que tu me proposes d'intervenir. Je me suis dit, c'est parce que ce que je fais a un peu des liens avec la théorie des catégories. Je ne suis pas catégoricien. Il y en a dans la salle, mais ce n'est pas mon cas. Simplement, mes recherches en mathématiques sont liées à la théorie des catégories. Donc j'ai pensé que c'était pour ça que tu m'avais proposé de venir parler. Et j'avais assisté à quelques séances, j'en avais même filmé certaines. J'avais trouvé d'ailleurs tout à fait intéressant. Mais la raison pour laquelle je me suis interrogé après coup, c'est que finalement je me suis rendu compte que ce dont j'avais le plus envie de parler, c'était de verticalité. Or, venir parler de verticalité à un séminaire dans l'intitulé duquel il est question d'ontologie plate, je me suis dit, bon, je vais arriver, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Donc, enfin, ça m'a intrigué. Et cette notion de platitude, je commencerai par là. Je ne suis pas sûr d'avoir réellement compris ce qu'est ce courant philosophique intitulé ontologie plate. Mais, au fond, je pense qu'il s'agit d'un geste philosophique qui revient à mettre les choses à plat, pour commencer, d'une certaine façon. Mettre les choses à plat, sans doute, en déniant a priori l'existence de toute hiérarchie dans les modes d'être. Mais, donc, que a priori, mais le mot a priori est très important, mais que a priori,
toute chose existante a autant de légitimité à être que tout autre. Et d'ailleurs, le mot existant est peut-être même de trop. Peut-être que toute chose existe d'une certaine façon. Donc il y a cette espèce de négation de la hauteur, de la hiérarchie. Bon, alors c'est assez intriguant, mais assez rapidement je me suis dit, mais ce qui permet de voir les choses de cette façon, ou ce à quoi ça appelle que de voir les choses de cette façon, c'est la prise de hauteur. Parce que c'est justement quand on s'élève que éventuellement les choses nous paraissent plates, vues d'en haut. Et je me suis dit, au fond, c'est ça peut-être. Et en tout cas, c'est ma manière d'interpréter cette affirmation de l'ontologie plate. On pourra certainement en discuter. Peut-être que je n'ai rien compris du tout à cette histoire. Mais je vois dans cette affirmation de la platitude, au fond, un appel à prendre de la hauteur. Et donc, dans l'affirmation de la platitude, déjà, l'expression d'une certaine verticalité. Et donc, j'ai certainement ma place aujourd'hui pour parler de verticalité, donc, au fond. C'est ça le thème principal de ce dont je vais parler. Mais je vais le faire à partir donc, de mon travail, effectivement, sur la connexité. Tu as dit dans la présentation que les mathématiciens ne se sont pas beaucoup intéressés à cet aspect des choses. En fait, attention, les mathématiciens, depuis longtemps, sont très nombreux, et tous d'une façon ou d'une autre, à s'intéresser aux notions de connexité. C'est une notion fondamentale que tous les mathématiciens rencontrent régulièrement dans leur travail, la notion de connexité. Simplement, ce que j'appelle les espaces connectifs, l'expression d'ailleurs m'a été suggérée par Jean Benabou, ici présent, il y a presque 15 ans. Ce que j'appelle les espaces connectifs, qui est, disons, une manière de formaliser la notion de connexité de façon très générale, cet aspect-là n'est pas connu, est très peu connu. Les espaces connectifs, ce que j'appelle les espaces connectifs, sont des objets mathématiques qui sont effectivement très peu connus de mes collègues. Alors, est-ce que je vais donner la définition? Je ne vais peut-être pas donner la définition, je dis simplement en deux mots l'idée de ce qu'est un espace connectif. Donc, un espace connectif, c'est un ensemble de points, qui seront donc les points de l'espace. Ça peut être un ensemble fini, ça peut être un ensemble fini, il peut y avoir quelques points, il peut y en avoir beaucoup. Et cet ensemble est muni d'une structure, sa structure connective, qui est constituée de la façon suivante. C'est un ensemble de parties de l'espace qui seront dites connexes. Donc en fait, ce qui fait la structure connective d'un espace connectif, c'est la donnée des parties de l'espace qui vont être considérées comme d'un seul tenant, qui vont être considérées comme connexes. Et on peut choisir ces parties connexes comme on veut, au fond, à condition, il y a une seule condition, c'est que lorsque des parties connexes ont un point commun, leur union est encore connexe. C'est tout. C'est la seule exigence. C'est-à-dire que si vous avez différentes parties connexes, donc chacune est comprise comme étant constituée d'un seul morceau, et que ces parties connexes ont un point en commun, alors l'union de toutes ces parties est encore considérée comme d'un seul morceau, est encore considérée comme connexe. Voilà, c'est à peu près la seule exigence. Et donc, vous pouvez munir
n'importe quel ensemble de points de plein de structures connectives différentes. Bien. Alors voilà la notion d'espace connectif. Considérez juste deux points. Juste deux points. Et chacun de ces points, bon, on va considérer que chacun de ces points est connexe. Chacun des deux points est connexe. C'est-à-dire que chacun des deux points est, on pourrait dire, connecté à lui-même. Ça paraît évident qu'un point soit comme connecté à lui-même, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Considérons donc deux points connexes. Du point de vue connectif, il y a deux possibilités. Soit ces deux points sont connectés, soit ils ne sont pas connectés. Voilà. Alors, s'ils ne sont pas connectés, on a ce qu'on appelle une structure discrète. Discrète, ça vient du latin discretus, qui veut dire séparé. Donc les deux points sont séparés. Maintenant, considérons le cas où on connecte ces deux points. C'est quelque chose, c'est une idée tout à fait élémentaire, mais sur laquelle il y a déjà beaucoup de choses à dire. Symboliquement, pour représenter le fait que ces deux points soient connectés, on peut par exemple tracer un trait comme ça, pour exprimer la connexion entre les deux points. Il y a déjà beaucoup à s'interroger parce que quelle est la nature du trait en question? Est-ce qu'il s'agit d'un être géométrique? Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une courbe qui a été tracée au tableau? Et s'il s'agit d'une telle courbe, alors mathématiquement, enfin en tant qu'objet géométrique, c'est quelque chose qui est constitué lui-même d'une infinité de points, du point de vue de la modélisation géométrique habituelle de ce que c'est qu'un trait ou une courbe. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire appel à l'idée d'une infinité de points pour simplement exprimer que l'on veut connecter deux points? Il y a quelque chose de curieux. Donc on peut avoir un point de vue différent concernant le trait en question. Non pas voir ce trait comme un objet géométrique, comme une ligne qui serait virtuellement constituée d'une infinité de points, mais comme l'expression symbolique de ce qui connecte les deux points. Et donc, c'est simplement une manière de dire que nous considérons que ces deux points sont connectés. Or, dès lors que nous avons connecté ces deux points, disons par une telle structure que le trait exprime symboliquement, nous avons affaire à un espace connectif dans lequel nous avons déjà au moins 3, peut-être 4 parties connexes. En fait, oui, il y a déjà 4 parties connexes parce qu'il y a la partie vide, bon, disons qu'elle est invisible, mais dans la définition, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle sera toujours considérée comme connexe. C'est-à-dire que la partie vide d'éléments est toujours considérée comme connexe. Et puis, il y a chacun des deux points. Chacun des deux points est connexe. C'est-à-dire que si je veux entourer ce qui est connexe, laissons le vide de côté. Je dois entourer ce point pour dire qu'il est connexe. Je dois entourer ce point pour dire qu'il est connexe. Et puis, j'ai un troisième connexe non vide qui est l'ensemble des deux. Regardons l'ensemble de ces parties connexes du point de vue de la manière dont elles sont incluses les unes dans les autres. Nous avons la partie vide, nous avons un point connexe ici, dans lequel le vide est inclus, nous avons le deuxième point connexe, et puis il y a le connexe, que je peux représenter symboliquement par un point, qui est constitué des deux points connectés, et dans lequel s'injecte chacun des deux points.
Cette structure-là, je ne remets pas le vide dedans parce que le vide est, disons, le vide, comme il doit toujours être là, il n'est pas porteur vraiment d'informations. Ce petit schéma-là, qui représente d'une certaine façon la structure connective obtenue une fois qu'on a connecté les deux points. Il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que on a, pour le tracer, on a déjà dû prendre de la hauteur. Il y a le fait de connecter les deux points, l'expression de cette connexion, fait d'une certaine manière monter d'un cran au-dessus de ce qui était une réalité simplement étalée devant nous comme ça. Il y a une montée, on peut dire, là, il y a une hauteur qui est égale à 1, si vous voulez. On a grimpé d'un étage, c'est-à-dire que ce troisième point, il exprime ce que, ensemble, les deux points constituent du fait d'être connectés. Au fond, ça correspond au fait que lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a l'être que vous êtes, il y a l'être qu'est l'autre, et puis il y a un troisième être qui est l'être que, ensemble, les deux êtres connectés constituent. Et cet être qui intègre, qui incorpore les êtres qui, étant connectés, le constituent, cet être-là, d'une certaine façon, se situe à un niveau ontologique qu'on pourrait dire en quelque sorte supérieur. C'est pas un jugement de valeur, mais c'est simplement une façon de disposer les choses et pour les situer les unes par rapport aux autres. Simplement parce qu'il les incorpore. Donc voilà, j'affirme, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, ou c'est peut-être, ce que je dis est peut-être même tellement évident que c'est pas évident de le recevoir, je ne sais pas, mais j'affirme que dans l'idée même de connexité, il y a d'emblée une idée de verticalité. Alors, je vais développer un peu ce point pour commencer. Peut-être justement en parlant de la relation profonde, structurelle, qu'il y a entre ces espaces connectifs, c'est-à-dire ces ensembles de points munis d'une structure qui exprime la manière dont ces points sont connectés les uns aux autres, la relation profonde, structurelle qu'il y a entre ces espaces connectifs quand ils sont finis, c'est-à-dire quand ils comportent un nombre fini de points, et la théorie des nœuds. Des nœuds. Les nœuds. Les nœuds, ou plus précisément les entrelacs, sont profondément liés aux espaces connectifs, en tout cas aux espaces connectifs finis. Alors, la façon dont je me suis rendu compte de ça, je vais vous raconter l'histoire. Bon, en fait, comme on est un petit comité, je vais vous raconter des histoires. À l'origine, quand j'ai posé cette définition des espaces connectifs, c'est parce que j'avais remarqué qu'il existe en mathématiques un cadre formel classique pour parler de la connectivité, c'est ce qu'on appelle la topologie générale. Mais il se trouve qu'à l'époque où j'ai eu cette idée des espaces connectifs, j'enseignais aussi des notions relatives à la théorie des graphes. Or, dans les graphes, en l'occurrence, il s'agissait de graphes, enfin il y a plusieurs sortes de graphes, il y a des graphes orientés, il y a des graphes non orientés, mais dans les graphes, donc, il y a aussi une notion de connexité. Et justement, la notion de connexité dans les graphes, au fond, c'est celle-là. Dans un graphe, vous avez des sommets, et puis entre les sommets, vous avez éventuellement ce qu'on appelle des arêtes,
Et ces arêtes définissent, comme sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec les 2 points, et on peut le comprendre avec davantage de points, définissent des chemins qui permettent de passer d'un sommet à l'autre, et sont donc à l'origine d'une notion de connexité qui est très intuitive, qui est très naturelle. Un ensemble de sommets est connexe lorsqu'il existe la possibilité, lorsqu'il existe un chemin qui permet de passer de n'importe quel point à n'importe quel autre dans le graphe considéré. Mais simplement, j'ai réalisé un jour que la notion de connexité dans les espaces topologiques et dans les graphes n'était pas la même. C'est-à-dire qu'il existe, par exemple, il existe des graphes dont la structure connective ne peut pas être donnée par ce qu'on appelle une structure topologique, que je ne vais pas définir maintenant. Je vais juste donner un exemple très simple de ça. Eh bien, si vous prenez 5 points et que vous considérez les arêtes qui font de ce graphe un graphe cyclique, eh bien, il est très facile de démontrer qu'il n'existe pas, évidemment, il faut savoir ce que c'est qu'une structure topologique au sens de la topologie générale, mais une fois qu'on a appris cette définition, eh bien, il est très facile de montrer qu'il n'existe pas de structure topologique sur l'ensemble des 5 points, telles que les parties connexes soient exactement les connexes de ce graphe. Donc c'est que les deux notions, la notion la plus classique qui est la notion de connexité dans les espaces topologiques et la notion de connexité dans les graphes, ces deux notions ne coïncident pas. Pas toujours, en tout cas. Oui. Quand même, il faut signaler que dans les espaces topologiques, il y a la notion de connexe et puis il y a la notion de connexe par arc qui ne coïncident pas. Oui, oui, il y a deux notions. Il y a au moins deux notions du côté topologique, mais la connexité dans deux notions différentes, effectivement, la connexité et la connexité par arc, mais sur cet exemple-là, on ne retrouve ni la connexité par arc pour aucune des structures topologiques que l'on puisse mettre sur l'ensemble des 5 points. C'est-à-dire, pour résumer, puisque on ne va pas... Évidemment, encore une fois, parmi vous, il y a certainement des connaissances très très différentes en mathématiques, donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que vous pouvez retenir à ce niveau-là, c'est que la notion, c'est un peu le comble de la connexité en mathématiques que d'être séparé en plusieurs morceaux, alors que c'est la notion qui parle du fait d'être d'un seul morceau. Donc, il y a plusieurs notions différentes de connexité, et je n'étais pas satisfait de cet état de fait, et donc j'ai souhaité considérer une structure mathématique, un type de structure mathématique dans lequel la notion de connexité soit première. Ce n'est pas le cas en topologie. En topologie, les notions premières sont, on peut les prendre de façon variée, mais la notion de connexité est une notion seconde qui découle des notions fondamentales. De même, dans les graphes, c'est une notion seconde. Alors, est-ce qu'on peut prendre la notion de connexité comme notion première? Oui, on peut le faire. Par exemple, l'idée s'est imposée, elle est assez naturelle, de la manière dont j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on dit d'emblée quelles seront les parties de l'espace considérées. L'espace, il peut y avoir toutes sortes d'espaces. On prend juste un ensemble de points. On dit quels sont les sous-ensembles de cet ensemble de points que l'on choisit de considérer comme connexes, mais on le fait en respectant cette règle que j'ai indiquée, à savoir que si des parties connexes ont un point commun, leur union doit être encore connexe. Bon. Et là, très rapidement, alors que mon idée initiale était d'avoir un cadre permettant, au fond, d'unifier d'une certaine manière la connexité telle qu'elle apparaît dans les graphes et la connexité telle qu'elle apparaît dans les espaces topologiques, qu'il s'agisse d'ailleurs de la connexité
à proprement parler ou de la connexité par arc, ce qui s'est produit, comme souvent lorsque vous essayez d'unifier des notions différentes, de leur trouver un cadre formel commun, ce qui s'est produit très rapidement, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des connexes ou des espaces connectifs qui n'étaient ni du premier type ni du second type. Il y a d'autres espaces connectifs dans ce nouveau cadre-là que ceux que donnent soit les graphes, soit les espaces topologiques du point de vue de la connexité proprement dite, soit du point de vue de la connexité par arc. Et un exemple d'un tel espace connectif qui n'est donné ni par un espace topologique ni par un graphe est extrêmement simple. Donc j'ai été frappé par cela. Et le voici, est vraiment très simple. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré avec 2 points, sauf que cette fois c'est avec 3 points. Si vous prenez 3 points, mettons, chacun de ces points est connexe. Encore une fois, on reviendra sur la question de la connexité des points, mais un peu plus tard. Donc, vous avez 3 points, chacun de ces points est connexe, et vous décidez que ces 3 points sont globalement connectés. Ils sont connectés ensemble. Eh bien, ce que vous obtenez là ne peut pas être décrit ni par un graphe, ni par un espace topologique. En fait, si 3 points constituent un connexe, il doit y avoir d'autres parties connexes, qu'il s'agisse des espaces topologiques ou des graphes. Par exemple, dans un graphe, si vous voulez que les 3 points soient connectés, eh bien, il faut certainement que certains points soient connectés entre eux. Peut-être, par exemple, celui-ci et celui-là. Dans ce cas-là, les 3 points seront connectés. Mais parce que un point sera connecté à un autre et aussi au premier. Mais qu'il soit globalement connecté sans être connecté 2 à 2, qu'il soit globalement connecté sans être connecté 2 à 2, voilà qui donc apparaissait pour moi à ce moment-là comme quelque chose de nouveau. Vous voyez que c'est excessivement simple. Bon. Il y avait d'ailleurs quelque chose de très très surprenant, qui était que comment il était possible que personne n'ait considéré les choses de ce point de vue avant. D'ailleurs, ce n'était pas le cas, il y avait bien eu des gens pour considérer ça avant. Mais, je vais y revenir très rapidement. D'abord, je voudrais dire la chose suivante, c'est que quand j'ai été confronté à cette structure de 3 points globalement connectés, mais pas connectés 2 à 2, j'ai tout de suite pensé à un objet que les mathématiciens, et pas seulement les mathématiciens, connaissent bien, qui s'appelle le nœud borroméen. Donc, le nœud borroméen, je l'ai mis sur une photocopie ici, on peut faire passer cette feuille sur laquelle il y a un nœud borroméen et autre chose dont je vais vous parler. Donc ce nœud borroméen, il est connu depuis l'Antiquité. On le trouve sur certaines mosaïques romaines. C'est donc l'entrelacement de 3, ce que Lacan, qui s'est beaucoup passionné pour le nœud borroméen, appelle des ronds de ficelle. Bon. C'est donc l'entrelacement de 3 ronds de ficelle et qui sont tenus les uns aux autres de façon telle que si vous coupez n'importe lequel des 3, les 2 autres se défont. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est que le nœud borroméen? C'est une structure dans l'espace usuel à 3 dimensions. On pourrait dire dans l'espace euclidien, enfin le fait qu'il soit euclidien ne change rien à l'affaire, mais dans l'espace usuel, vous avez 3 ronds de ficelle, c'est-à-dire en fait ce que les mathématiciens appellent des nœuds, mais qui peut être matérialisé par effectivement des ficelles, ou ce que vous voulez, des foulards, et qui constitue un objet qui se décrit parfaitement en termes de la topologie classique en mathématiques. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle des variétés, qui sont entrelacées dans l'espace usuel. Bon, tout ça est parfaitement classique. Ce qui n'était pas
classique, c'était de considérer la structure connective de ce nœud borroméen donc comme un espace qui a uniquement 3 points, ces 3 points ayant la structure connective en question. Et donc cet espace connectif de 3 points globalement connectés mais qui ne sont pas connectés 2 à 2, ben, je l'ai appelé espace borroméen. Donc si vous voulez, l'espace borroméen n'a que 3 points, alors que le nœud borroméen, lui, est constitué d'une infinité de points. Chacune des 3 composantes du nœud borroméen est constituée d'une infinité de points dans l'espace usuel. Il y a beaucoup de structures finalement auxquelles il faut faire appel pour décrire le nœud borroméen, ne serait-ce déjà que l'espace ambiant dans lequel il est plongé, alors que l'espace borroméen, lui, il y a très peu de choses qu'il constitue. Il a 3 points et puis un seul connexe non trivial, à savoir les 3 points ensemble. Bon. Finalement, grâce à un ami psychanalyste qui a attiré mon attention sur le fait que l'article en question avait été traduit par des proches de Lacan en 1982, donc un article avait effectivement été publié en 1892 par le mathématicien allemand Hermann Brune, dans lequel Hermann Brune considérait les entrelacs exactement de ce point de vue-là. Donc il n'avait pas formalisé la notion d'espace connectif. En l'occurrence, ça aurait été la notion d'espace connectif fini. Il ne l'avait pas formalisé, mais c'était bien ce qu'il considérait dans son article. Et dans son article, il énonçait une conjecture, il pense même dans l'article avoir démontré la conjecture. Et la conjecture, c'est que toute structure connective finie peut être représentée par un entrelac. Donc, si vous voulez, d'un côté, vous pouvez partir d'un entrelac et voir sa structure connective. Par exemple, 2 ronds de ficelle entrelacées aura comme structure connective celle des 2 points connectés. C'est-à-dire que chaque composante, chaque rond de ficelle de l'entrelac va être représenté par un point. Et puis on aura une partie qui sera considérée comme connexe, chaque fois que les ronds de ficelle correspondants ne sont pas séparables dans l'espace. Ne sont pas séparables, disons, lorsqu'on fait abstraction des autres ronds de ficelle. Donc effectivement, on peut définir la structure connective d'un entrelac. Et ce qu'Hermann Brune avait vu, et ce qu'il avait cru avoir démontré complètement, mais ce dont il avait effectivement donné l'idée fondamentale de la démonstration, c'était que n'importe quelle structure connective pouvait être représentée par un entrelac. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et en fait, la démonstration complète ne sera donnée qu'en 1984 par un mathématicien japonais. Et c'est des résultats qui sont très peu connus, même des spécialistes de la théorie des nœuds. Bon, il y a tellement de travaux, c'est des choses... ce sont des domaines énormes en termes de nombre d'articles, en termes de nombre de publications. Mais, bon voilà, j'ai parlé avec quelques grands spécialistes de la théorie des nœuds qui ne connaissaient pas ces résultats. L'idée d'Hermann Brune, c'était de s'appuyer sur des entrelacs particuliers qui seront plus tard appelés des entrelacs bruniens, en référence à Brune, et qui sont des entrelacs qui ont cette propriété qu'ils peuvent avoir un nombre quelconque de composantes. On a un entrelac brunien pour 10 composantes, pour 100 composantes, autant qu'on veut. Mais si vous prenez un entrelac brunien qui a 10 composantes, vous coupez n'importe lequel des 10 ronds de ficelle et les 9 autres se défont. Et donc Hermann Brune a donné un procédé général pour construire de tels entrelacs, qui ont donc une structure connective analogue à celle de l'espace borroméen, c'est-à-dire que la structure connective de l'entrelac brunien à 10 composantes, par exemple, eh bien, c'est
un ensemble de 10 points, chaque point représente un des nœuds, un des ronds de ficelle, tel que l'ensemble des 10 points soit connexe, mais qu'aucun sous-ensemble de ça ne soit lui-même connexe. Et l'idée de Brune, c'était d'utiliser les entrelacs bruniens comme briques élémentaires pour construire des entrelacs ayant n'importe quelle structure connective donnée à l'avance. Par exemple, si vous considérez la structure connective portant sur 9 points est telle que les 3 premiers soient connectés, donc si vous voulez borroméennement, les 3 suivants aussi, les 3 derniers aussi, et que l'ensemble soit connecté, on pourrait dire que c'est une structure borroméenne de borroméenne. Hein, vous connectez borroméennement 3 ensembles borroméens, si vous voulez. Eh bien, par exemple, une telle structure doit pouvoir être représentée par un entrelac. Effectivement, c'est le cas. En fait, le théorème de Brune est vrai, c'est-à-dire que n'importe quelle structure connective donnée à l'avance peut être représentée par des entrelacs. Ça peut être un peu compliqué à réaliser. Celui-là, je l'ai fait un jour, j'ai dessiné un borroméen de borroméen, donc je ne l'ai pas amené ici, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer sa photo. Hein. Voilà, on peut construire toutes sortes d'entrelacs. Et si vous voulez, voilà, en fait, la notion de... Je parlais tout à l'heure de verticalité déjà dans le simple fait de connecter 2 points, mais cette notion de verticalité, je n'ai commencé à y songer qu'à partir du borroméen, à l'idée du borroméen de borroméen. Parce que, quelque part, il y a quand même l'idée que le borroméen de borroméen, il est d'ordre 2, si vous voulez. Et effectivement, on peut, de même que ici vous avez un graphe que je dirais générique, je reviendrai sur ce mot générique tout à l'heure, qui est associé simplement au fait d'avoir connecté 2 points. Mais dans le cas du borroméen de borroméen, vous allez avoir un graphe qui va être comme ça, si vous voulez. Je pense que c'est assez parlant, c'est-à-dire que les 3 premiers points sont connectés au sein de quelque chose qui est en fait un connexe, mais qui est comme une nouvelle entité qui les incorpore, les 3 suivants aussi, les 3 derniers aussi, et puis vous avez un être qui incorpore chacun des 3 borroméens et qui connecte borroméennement les 3 borroméens. Et donc, il y avait l'idée que ça, c'était d'ordre 2. Vous voyez, cette idée d'échelle. Et en fait, il y a des idées analogues en topologie générale, sans expliquer ce qu'est la topologie. C'est la notion de ce qu'on appelle de points génériques. Et à propos de points génériques, donc je ne vais pas encore une fois expliquer ici ce que sont ces points génériques, mais ils jouent un peu le rôle de ces points-là qui n'appartiennent pas à la structure de départ. Les 4 points supplémentaires ici, vous ne les voyez pas ici en tant que points. Ce sont des points invisibles. Vous avez un point ici qui, d'une certaine façon, représente ces 3-là. Vous avez un point ici qui représente le fait que ces 3-là sont connectés. Et vous avez un 3e point qui représente le fait que les 3 derniers sont connectés. Et vous avez un 4e point qui représente, d'une certaine manière, la totalité de tout cela. D'accord ? Donc ces points invisibles qui sont comme au-dessus de la réalité initiale et qui représentent la structure en jeu, il y a des choses analogues en topologie générale, donc on appelle des points génériques, et au sujet desquels le mathématicien Pierre Cartier parle souvent d'échelle de Jacob. Et il dit, monter dans cette verticalité-là
c'est comme grimper sur une échelle de Jacob. Et j'aime beaucoup cette métaphore, je trouve qu'elle est très parlante. Elle pointe effectivement clairement en direction d'une certaine verticalité, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça me rappelle un souvenir personnel, encore une fois, puisqu'on est en petit comité, je vais vous raconter une histoire. Bon. Donc, je participais à un séminaire sur l'utilisation de la géométrie en physique et j'avais prévu de faire un exposé sur une certaine utilisation des espaces connectifs en physique quantique, une utilisation possible que je proposais concernant donc le phénomène de l'intrication quantique. Donc, s'agissant de l'intrication quantique, alors classiquement l'intrication quantique, on considère l'intrication quantique de deux particules, ça peut être deux photons, ça peut être deux électrons, bon. Deux particules quantiques intriquées sont deux particules quantiques qui constituent ce qu'on appelle un système quantique, et un système quantique au sein duquel, d'une certaine manière, il est pratiquement impossible de considérer chacune des deux particules isolément, séparément, alors même que, concrètement, elles peuvent se trouver, après avoir interagi, elles peuvent se trouver séparées par une grande distance. Bon. Mais il reste, du fait de l'interaction qui a eu lieu entre elles, il reste quelque chose d'assez énigmatique qui les lie profondément l'une à l'autre, d'une manière qui, de prime abord, semble même contredire le point de vue de la relativité selon lequel rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, puisque on a le sentiment qu'il y a une espèce de communication entre ces deux particules qui serait en quelque sorte instantanée, ce qui donc contredirait la relativité. Bon, en fait, il n'y a pas de contradiction dans la mesure où, en réalité, l'intrication quantique ne permet pas d'envoyer un message. On ne peut pas décider d'envoyer un message en agissant sur l'une des particules et qu'ensuite ce message soit reçu par les gens qui récupéreront l'autre particule. Donc il n'y a pas de communication instantanée qui est rendue possible par l'intrication. Par contre, il est vrai qu'il y a donc au niveau quantique cette connexion qui donc a lieu par-delà la distance qui les sépare. Là où moi je me suis senti concerné par cette affaire, c'est lorsque j'ai entendu parler d'un certain état quantique qui est nommé GHZ et qui est c'est un état quantique qui concerne 3 particules, non plus 2. Et ces 3 particules sont intriquées d'une façon telle que, certains, un physicien déjà, un premier physicien en 1988, un physicien indien en 1988 a remarqué que l'état quantique GHZ, qui implique 3 particules quantiques, faisait sérieusement penser au nœud broméen. Et donc, ce dont il s'est rendu compte, c'est que si on fait une mesure sur une des 3 particules, une mesure quantique sur l'une des 3 particules, les 2 autres particules sont désintriquées. Dès lors qu'on a fait cette mesure sur l'une des 3 particules, les 2 autres particules sont désintriquées.
Et faire une mesure sur une particule, c'est, dans l'analogie avec le nœud borroméen, ça revient à couper une des composantes du nœud. Et donc, ce que M. Aravind, c'est son nom, ce physicien indien, a remarqué dans son article de 1998, c'est que si vous faites l'analogue, quantiquement parlant, de la coupure d'un des trois ronds, c'est-à-dire si vous faites une mesure sur n'importe laquelle des trois particules, les deux autres se désintriquent et que donc on a une comparaison légitime entre l'état GHZ et le nœud borromien. Bon, alors 10 ans plus tard, c'est un Japonais qui a écrit un autre article pour remarquer que Aravind avait raison, mais que en fait, si on fait un autre type de mesure, dans ce cas-là, les deux autres particules ne sont pas désintriquées, et que donc le résultat dépend du type de mesure qui est fait. Et que c'est comme si vous aviez votre entrelac, mais selon le type de ciseau que vous utilisez, ou selon l'endroit où vous coupez chacune des composantes, les deux autres composantes seront séparées ou pas. Que donc la situation était un peu plus compliquée que prévu, mais Sujita, donc c'est le nom du japonais, dans son article de 2008, remarque que par contre, si on regarde le phénomène quantique en question, non pas du point de vue du formalisme, il y a plusieurs formalismes différents pour la physique quantique. Bon. Donc, celui qui correspond à l'effet d'une mesure, c'est le formalisme des vecteurs d'état. Bon. Mais il y a un autre formalisme dit des opérateurs de densité ou des matrices de densité. Bon. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais Sujita a montré que si on adoptait le point de vue de ce deuxième formalisme, celui des opérateurs de densité, alors l'état GHZ devait effectivement être mis en analogie avec le nœud borroméen, mais et donc indépendamment de la notion de mesure quantique. Bon. Alors, je dis que ces deux auteurs ont fait une analogie entre l'état quantique considéré qui impliquait trois particules et le nœud borroméen. En fait, très clairement, la bonne manière de parler de ces choses-là, c'est de parler de la structure connective, plutôt que de faire des analogies avec des nœuds et des entrelacs, ce qui est un peu compliqué, parce qu'ils peuvent être compliqués, ces entrelacs, à réaliser. Même si le résultat de Brune, enfin la conjecture de Brune, montre que toute structure connective peut être réalisée par un entrelac, faire référence aux entrelacs pour désigner ce qui en fait est une structure connective est un peu compliqué. Autant dire directement que la structure connective de l'état GHZ est, d'un certain point de vue, borroméenne. Dès lors, la conjecture, alors je ne l'ai pas prouvée, je suis convaincu qu'elle est vraie, mais j'ai fait d'autres choses, mais je n'ai pas prouvé cette conjecture. La conjecture analogue à celle de Brune concernant les états quantiques sera de dire que toute structure connective finie peut être réalisée par l'intrication d'un certain nombre de particules quantiques. Il existe un état quantique intriquant un nombre n de particules selon une structure connective donnée à l'avance quelconque. Bon, c'est une affaire, à mon avis, c'est pas très compliqué à démontrer. Je le donne comme ça, si quelqu'un veut s'y coller. Bon, je pense que c'est tout à fait accessible. Mais donc je participais à ce séminaire où il était question de physique. J'allais parler de cela, et donc la petite histoire personnelle, c'est que la nuit qui a précédé mon exposé, je me suis dit, il faut quand même si je démontre pas la conjecture en question, ça serait bien que je donne un exemple d'un état quantique qui soit d'ordre 2. Et pas ça veut dire quoi, d'ordre 2 ? Donc ça veut dire que par exemple, dans le cas de borroméen, on a effectivement un arbre qui est de hauteur 2,
Donc, ça sera aussi le cas, par exemple, je vais donner un autre exemple. Si vous considérez l'espace connectif constitué de 3 points avec 2 points qui sont connectés, on peut représenter ça par un petit trait, comme tout à l'heure. Et puis, disons que le 3e point est globalement connecté aux 2 premiers. Dans ce cas-là, le graphe correspondant, que j'appelle graphe générique, parce qu'il est constitué de points qu'on pourrait appeler points génériques, j'ai évoqué tout à l'heure cette notion de point générique dans le contexte de la topologie générale, mais dans le cas connectif, qui est la théorie des espaces connectifs, c'est une théorie en quelque sorte cousine ou voisine de la théorie des espaces topologiques. Elle est différente, mais elle lui ressemble par certains aspects, et elle entretient des liens profonds avec elle. Mais ici, le graphe générique associé à un tel espace connectif aura, si vous voulez, au rez-de-chaussée, les 3 points de l'espace, puis vous avez ici un premier point générique qui exprime la connectivité des 2 premiers, et puis vous avez un deuxième point générique qui exprime le fait que le 3e point est connecté aux 2 premiers. Donc voilà l'exemple le plus simple d'espace connectif d'ordre 2. C'est la hauteur du graphe générique. L'ordre d'un espace connectif est la hauteur de son graphe générique. Et donc, l'état GHZ qui était connu depuis, qui était connu théoriquement depuis le milieu des années 1990, qui a été observé expérimentalement juste après l'article d'Aravind, donc je crois en 99, et qui est aujourd'hui au centre de beaucoup de travaux parce que, disons, relatif à ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques et des histoires de cryptage, etc. Bon. Donc cet état, dans la mesure où il est borroméen, mais on a vu que ça pouvait dépendre du point de vue adopté, ça pouvait dépendre du type de mesure qui était fait. En tout cas, s'il est borroméen, son graphe générique, du point de vue, le graphe générique de sa structure connective est comme cela. Il est d'ordre 1. Bon. Et donc, voilà, je voulais, pour mon exposé sur l'intrication quantique du point de vue connectif, donner au moins un exemple de 3 particules quantiques intriquées selon une structure qui soit d'ordre 2. Alors j'ai beaucoup réfléchi, enfin je me suis couché, j'ai réfléchi à ça, j'ai cru avoir trouvé, je me suis endormi, je me suis réveillé en pleine nuit en réalisant qu'en fait mon exemple ne fonctionnait pas. Donc je me suis rendormi et toute la nuit en fait j'ai eu l'impression de me battre contre l'ange comme Jacob, et s'était battu toute la nuit contre l'ange, et au réveil j'avais effectivement trouvé un exemple d'état quantique impliquant 3 particules. C'est ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire qu'il y a juste 2 états possibles pour chaque particule, c'est 0 ou 1, c'est très utilisé en informatique, et puis je me suis rendu compte que, en repensant à cette métaphore de l'échelle de Jacob, qu'en fait je m'étais battu pour simplement monter d'un échelon sur cette échelle, pour arriver simplement à l'ordre 2. C'est pas forcément facile de monter, en fait. C'est souvent plus facile de descendre. Alors, voilà. Donc, vous voyez cette notion de verticalité, comment, d'une certaine façon, elle émerge de l'idée de connexité elle-même. Alors, simplement, c'est plus évident quand les structures deviennent un peu plus compliquées, parce que pour les organiser, c'est là où c'est grave. D'ailleurs, dans le cas général, c'est pas toujours des... j'ai dit que c'était des arbres. Là, sur les exemples que j'ai donnés, ce sont effectivement ce qu'on appelle des arbres, mais techniquement, c'est pas toujours des arbres. Bon, enfin, peu importe, c'est une remarque technique en passant.
Je voudrais maintenant faire une espèce d'intermède, mais dont j'aurai besoin aussi en ce qu'il sera l'occasion d'évoquer des points non connexes. Je l'ai évoqué en creux tout à l'heure, en soulignant que les points que j'avais considérés jusqu'à présent, chacun de ces points était connecté à lui-même. Mais les points non connexes jouent un rôle important aussi. C'est des points qui sont schizo, quoi. C'est très curieux a priori, parce que, je veux dire, un point devrait forcément être connecté à lui-même. Il y a une espèce d'évidence de ça, quoi. Mais il y a plusieurs manières de réaliser que ce n'est pas forcément le cas. Bon, je vais d'abord dire quelques mots. Voilà, l'image, elle est là-bas. Sur cette feuille, vous avez vu deux trucs. Il y a le nœud borroméen, et puis il y a un autre truc qui s'appelle la fractale de Newton. Bon, je ne sais pas de quand date cette dénomination de fractale de Newton. Elle est beaucoup plus récente que Newton, ça c'est sûr. Puisque de toute façon, il n'y a pas de fractale à l'époque de Newton. Mais je pense qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas de fractale de Newton. On connaissait cette structure-là. Donc cette structure-là, elle est connue, je ne sais pas exactement depuis quand, mais certainement depuis les années 80 ou quelque chose comme ça. En tout cas, il fallait des ordinateurs. La définition, c'est un peu technique, bon, peu importe. C'est l'application d'une certaine méthode qui s'appelle la méthode de Newton, qui est une méthode que Newton, c'est peut-être pas le seul à son époque, à développer pour obtenir des solutions approchées de certaines équations. Mais lorsqu'on applique cette méthode, en quelque sorte en la détournant de son objectif initial, à une équation dont on connaît très bien les solutions, à savoir ce qu'on appelle les racines cubiques de l'unité, qui sont non pas des nombres au sens des nombres réels, mais qui sont en fait ce qu'on appelle des nombres complexes, c'est-à-dire des points du plan. Les racines cubiques de l'unité sont 3 points dans le plan qui sont situés, qui constituent un triangle équilatéral, et donc les 3 sommets d'un triangle équilatéral qui peuvent être vus comme les solutions d'une certaine équation dans le plan complexe, à savoir l'équation qui donne ces racines cubiques de l'unité. Lorsqu'on applique cette méthode de Newton, mais je ne veux pas expliquer comment, quand on applique cette méthode de Newton à l'équation en question, on obtient pour chaque point choisi dans le plan complexe une suite de points qui va en général converger vers l'un des 3 sommets en question. Et associer la couleur bleue, rouge et verte à chacun de ces 3 sommets et attribuer la couleur correspondante à un point du plan selon que la suite de points donnée par la méthode de Newton va converger vers l'un des 3 sommets. Et vous obtenez cette image. Bon. Alors voilà, donc cette image, c'est celle qui représente les bassins d'attraction pour la méthode de Newton appliquée aux racines cubiques de l'unité dans le plan complexe, mais peu importe. Vous obtenez un truc qui est une fractale, bon, et que j'ai mise près du nœud borroméen parce que il s'avère que cette fractale de Newton, elle est borroméenne. Alors elle est borroméenne dans quel sens? En fait, c'est la représentation du morphisme. C'est la première fois que j'utilise le mot ce soir, mais il faut quand même dire, je ne sais pas si les gens qui sont ici ont une idée de ce qu'est la théorie des catégories, comme c'est l'autre terme qui figure dans l'intitulé même du séminaire, mais disons qu'en théorie des catégories, il y a une notion, la notion première, la notion fondamentale, c'est la notion de flèche ou de morphisme. Et ceci représente une flèche. Oui, je peux peut-être dire quand même que lorsque vous avez l'idée d'un nouveau concept, dont vous pensez qu'il est nouveau, à tort ou à raison, en mathématiques,
il y a une question très naturelle qui se pose, c'est de développer la théorie de cette chose-là. Et pour développer la théorie de cette chose-là, la théorie des catégories constitue un cadre formel très intéressant parce qu'elle vous conduit à vous poser d'emblée un certain nombre de questions. C'est-à-dire, quelle catégorie, par exemple pour les espaces connectifs, quelle catégorie les espaces connectifs constituent-ils? Une catégorie, ce sont des objets, en l'occurrence les espaces connectifs, et puis des flèches entre ces objets. On appelle aussi les morphismes. Et donc, la question de la façon dont les espaces connectifs, ou différents espaces connectifs, se lient les uns aux autres, est aussi importante que la question de savoir ce que sont les espaces connectifs. Et ceci est apparu très, très naturellement comme un exemple de morphisme connectif défini sur le plan et à valeur dans l'espace borroméen. Donc, en tout cas défini, sinon sur le plan, du moins sur un certain plan. Qu'est-ce que c'est qu'un morphisme connectif? C'est une application qui va transformer les connexes auxquels elle s'applique en connexes dans l'espace d'arrivée. Et ici, c'est bien le cas parce que si vous considérez comme connexes du plan ceux qu'engendrent, disons, des petits disques, et que vous regardez ce qui se passe sur n'importe lequel des petits disques que vous pouvez tracer dans le plan, sur l'un de ces disques, vous avez soit une seule couleur, ce qui est connexe dans l'espace d'arrivée, soit vous avez les trois couleurs, ce qui est connexe dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire dans l'espace borroméen. Mais il n'arrive jamais que vous n'ayez que deux couleurs. Par exemple, si sur un disque vous avez à la fois du bleu et du rouge, vous aurez forcément du vert. Il n'arrive jamais que vous n'ayez que du bleu et du rouge. Et ça, à quelque échelle que ce soit, puisque entre le bleu et le rouge, vous avez du vert, mais ensuite entre le bleu et le vert qui est là, vous avez à nouveau du rouge, et comme ça à l'infini. C'est bien pour ça que, si vous voulez, c'est bien lié au fait que c'est une fractale. Donc, cet objet m'avait intéressé d'emblée, enfin je le connaissais déjà avant de m'intéresser aux espaces connectifs, mais j'y ai reconnu un des morphismes connectifs les plus simples qui soit, à savoir un morphisme à valeur dans l'espace connectif très simple qui est l'espace borroméen à trois points. Bon. Or, il y a quelque chose de plus à dire sur cette fractale de Newton, dont la remarque m'est venue il n'y a pas très longtemps, il y a juste 1 an et demi, après que je me sois rendu compte qu'il était possible d'associer ce qu'on appelle un topos à tout espace connectif. La notion de topos, c'est une notion qui est très, très importante en mathématiques, qui a été développée par Alexandre Grothendieck et qui est revenue massivement dans l'actualité mathématique depuis quelques années, et notamment en France, puisque c'est pas un secret, on peut dire qu'actuellement Alain Cohn et Laurent Laforgue s'intéressent tous les deux de près au topos. Bon. Donc les topos qui étaient un concept mathématique qui intéressait des spécialistes de la théorie des catégories depuis longtemps, intéressent aujourd'hui au-delà des spécialistes de la théorie des catégories pour leur utilisation dans différents domaines mathématiques. Et donc c'est d'ailleurs justement en écoutant une conférence de Laurent Laforgue qu'il destinait à des enseignants, une conférence qu'il a faite il y a 2 ans, et dans laquelle il disait qu'on trouvait des topos partout en mathématiques. Et ça m'a conduit à reprendre la question. Je me suis dit, bon, s'il a vraiment raison, je travaille sur les espaces connectifs, il doit bien y avoir pour chaque espace connectif un topos. Bon. Et dans la nuit qui a suivi, j'ai trouvé effectivement comment définir correctement le topos associé à un espace connectif. Alors je vous raconte tout ça sans vous dire ce qu'est un topos, c'est un peu gênant d'une certaine façon, mais on peut pas tout faire. Donc simplement, ce que je vais dire, c'est que
les topos, la considération des topos pour les espaces connectifs a été pour moi l'occasion de mieux comprendre, de mieux préciser la relation entre les espaces connectifs et les espaces topologiques. Parce que je vous ai dit que l'espace borroméen à 3 points ne pouvait pas être défini, retrouvé en tant que, enfin, du point de vue de sa structure connective, en munissant les 3 points en question d'une structure topologique. Et donc, ça semblait, même si ce sont des notions cousines ou voisines, ça semblait mettre vraiment les espaces connectifs à l'écart des espaces topologiques. Bon. Or, j'ai réalisé que tout espace connectif fini est en fait ce qu'on appelle Morita, équivalent à un espace topologique. Ça veut dire qu'ils ont le même topos. En fait, j'ai démontré que, c'est pas très très difficile, mais quand même, j'ai démontré que tout espace connectif fini a un topos qui est le même, qui est équivalent au topos d'un espace topologique. Pour n'importe quel espace connectif, il y a un espace fini, il y a un espace topologique fini qui a le même topos, et réciproquement, pour n'importe quel espace topologique fini, il y a un espace connectif fini qui a le même topos. Et alors, simplement, pourquoi je n'avais pas vu l'espace topologique équivalent à l'espace connectif, c'est parce qu'il n'a pas 3 points, il en a 4. Donc, en fait, l'espace topologique qui est équivalent du point de vue des topos à l'espace connectif, il a 3 points qui correspondent aux 3 points de l'espace borroméen, mais il a en plus un 4e point. Alors, bien sûr, ici, on pourrait avoir l'idée que les 3 points de l'espace borroméen sont engendrés par un point générique qui est comme au-dessus. Et effectivement, le 4e point, il correspond à ce point-là, d'une certaine façon. Sauf que du point de vue topologique, c'est plutôt comme s'il y avait 3 points génériques et un point, disons, ordinaire. Bon, qui est en l'occurrence ce qu'on appelle un point fermé. En fait, les 3 points qui sont là sont des points ouverts et le 4e point est un point fermé. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, vous le voyez là-dessus. Le bassin rouge, par exemple, c'est une partie ouverte de l'espace. Le bassin bleu, c'est une partie ouverte de l'espace, je veux dire du plan. Et pareil pour le bassin vert. Ils ne sont pas connexes en fait, hein, les bassins. Par exemple, ce qui est vert est fait de plusieurs morceaux. Enfin, ça dépend si vous considérez ou pas la frontière avec. Et justement, la frontière, qui est la frontière commune, c'est-à-dire que la frontière de ce qui est vert coïncide avec la frontière de ce qui est bleu et avec la frontière de ce qui est rouge, donc les 3 régions ont une frontière commune, et cette frontière, elle est de quelle couleur, en fait? Ben, elle est de la couleur du 4e point. Donc, si vous voulez, voilà, c'était un peu caché dans cette image qui est de nature borroméenne, mais il y a effectivement un 4e point qui est très important, qui est un simple point fermé, et qui est la couleur de ce qu'on appelle l'ensemble de Julia, et qui est qui a été caché, même si c'était sous mes yeux depuis longtemps. Bon. Or, si vous voulez, pour démontrer que tout espace topologique fini est Morita équivalent à un espace connectif fini, c'est-à-dire que tout espace topologique fini donne lieu à un topos qui est équivalent au topos d'un certain espace connectif fini, je dois utiliser des points qui sont non connexes. Pour ce résultat général, j'ai besoin de faire appel à des points qui sont non connexes. Donc des points qui sont, comme je disais tout à l'heure, en quelque sorte schizo, quoi. Et j'ai adopté l'idée d'autant plus facilement que j'avais déjà rencontré antérieurement des notions de points non connexes dans des questions de représentation, disons,
Voilà, si vous avez un espace connectif, vous pouvez vous intéresser à la question de munir l'ensemble de toutes les parties de cet espace d'une structure connective. Et est-ce que vous allez considérer, à quel moment vous allez considérer qu'une partie d'un espace connectif, qu'un ensemble de parties d'un espace connectif est connecté au sein de l'ensemble de toutes les parties d'un espace connectif? Bon. C'est le genre de questions qui peuvent paraître bizarres aux non-mathématiciens, mais qui, au fond, sont assez naturelles pour les mathématiciens. De se demander comment on passe à l'ensemble des parties. Bon, voilà, c'est des choses... Et en fait, c'était pas du tout évident. Quand vous prenez une seule partie, elle constitue un point de l'ensemble des parties. Est-ce que, juste parce que c'est un point, c'est-à-dire vous avez changé de point de vue, vous avez une diversité, mais vous êtes placé d'un point de vue selon lequel cette diversité constitue une entité unique que vous allez représenter par un point dans un espace abstrait? Est-ce que le fait de représenter par un point dans un espace abstrait une réalité qui, en elle-même, au premier niveau où elle se présente, est une multiplicité, et éventuellement totalement explosée, est-ce que ça lui confère une unité telle que vous allez décider d'emblée qu'il est connexe, alors que la réalité sous-jacente ne l'est pas? Bon, la question peut se poser, mais je n'avais pas forcément envie de trancher d'emblée, et donc déjà à ce niveau-là, j'avais accueilli, disons, l'idée qu'un point puisse ne pas nécessairement être connexe, qu'un point puisse ne pas nécessairement être connecté à lui-même. Et ces points non connexes se révèlent extrêmement utiles pour construire des espaces connectifs qui vont avoir un certain nombre de propriétés, notamment ce que je vous indiquais, le fait d'être Morita équivalent à un espace topologique donné. Bien. Voilà, alors, cela étant, ces points, disons, imaginaires qui surgissent comme ça, en tant que, enfin, liés à la notion de point générique, même si on ne peut pas exactement les identifier, c'est plus subtil que ça, mais ces points imaginaires qui apparaissent pour exprimer la manière dont se connectent les points qui constituent un espace connectif, apparaissent notamment dans une théorie à laquelle je me suis consacré ces dernières années, et qui est une théorie de l'interactivité. La notion d'interactivité, en l'occurrence, c'est l'interactivité entre ce que j'appelle des dynamiques. Et des dynamiques en interaction, donc je les appelle des dynamiques ouvertes, pour exprimer le fait que ces dynamiques sont susceptibles d'être influencées par d'autres. Elles reçoivent au moins de l'information des autres dynamiques avec lesquelles elles sont en interaction. Donc, être en interaction, c'est être ouvert, si vous voulez, au sens où c'est recevoir des données, partager quelque chose avec les autres. Et donc, cette théorie de l'interactivité de dynamiques ouvertes, en l'occurrence de dynamiques connectives ouvertes, le point de départ de ce travail vient de ce que j'ai réalisé que la connectivité était fondamentalement de nature dynamique, en fait. J'ai réalisé ça d'abord dans un premier temps. Bon, déjà, ça, vous voyez, cette fractale de Newton, c'est l'expression, c'est un aspect de ce qu'on appelle une dynamique discrète. C'est-à-dire que la méthode de Newton est un système dynamique. Donc, ce qu'on voit ici, c'est déjà un système dynamique. Par ailleurs, quand vous vous intéressez à représenter des structures connectives, non plus nécessairement d'espaces connectifs finis, mais d'espaces connectifs infinis, les premiers exemples qui viennent, ce sont des systèmes dynamiques. Par exemple, si vous voulez entrelacer une infinité de composantes 2 à 2, il y a une façon qui existe en mathématiques de le faire, c'est ce qu'on appelle la fibration de Hopf. Et c'est un système dynamique. C'est quelque chose qui existe en mécanique
et qui, par la grâce de la représentation sur ordinateur, peut aujourd'hui être visualisé par tout le monde. Il suffit de taper fibration de Hopf dans Google et vous aurez tout de suite des images de la fibration de Hopf, ce qui représente un avantage considérable par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans ou plus, bien entendu. Vous pouvez même voir ce film magnifique, Dimension, avec un S, qui a été réalisé par Étienne Guis, qui est un géomètre. Il a fait ça avec deux de ses collègues. C'est un film absolument superbe, en 8 épisodes d'un quart d'heure chacun, et ça vous montrera la fibration de Hopf d'une façon vraiment formidable. Bon. Mais c'est aussi le cas, par exemple, du papillon de Lorentz, qui est davantage connu, c'est l'effet papillon. Donc l'effet papillon, c'est le fameux effet papillon. C'est pas seulement parce que les battements d'ailes d'un papillon changeraient l'évolution du climat au bout de 2 semaines, mais c'est aussi la forme de l'attracteur. En fait, c'est une équation différentielle dans l'espace à 3 dimensions, et les trajectoires périodiques de cette équation différentielle constituent des nœuds qui sont entrelacés 2 à 2. Donc il y a une infinité de nœuds qui sont entrelacés 2 à 2 dans ces ailes de papillon. Et donc vous voyez, voilà les premiers exemples auxquels on peut penser de représentation par des entrelacs d'espaces connectifs infinis sont des systèmes dynamiques. Et en fait, je me suis rendu compte, en formalisant la notion de représentation connective, parce que pour préciser ce dont il s'agissait, il fallait formaliser quand même cette notion. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation connective? En l'occurrence, une représentation d'un espace connectif dans un autre. Et j'ai dû introduire une autre notion qui était la notion de feuilletage connectif, qui est une notion un peu analogue à une notion qui existe en topologie, qu'on appelle les feuilletages topologiques. Et je me suis rendu compte que les représentations connectives et les feuilletages connectifs étaient 2 notions adjointes l'une de l'autre. Donc qui entretiennent, catégoriquement parlant, une relation très profonde. Or, la notion de feuilletage, c'est fondamentalement une notion dynamique. Et donc, ça me suggérait fortement que là où il y a des structures connectives, en fait, il y a des dynamiques sous-jacentes. Donc, j'ai commencé à étudier les systèmes dynamiques. Et là, je me suis rendu compte d'une situation assez similaire, en un certain sens, à celle qui m'avait frappé concernant la connectivité, à savoir que les systèmes dynamiques, classiquement, en mathématiques, sont séparés en 2 sortes de systèmes dynamiques. Les systèmes dynamiques continus, les équations différentielles, et les systèmes dynamiques discrets, comme ces bassins comme cette méthode de Newton. Et c'était assez frappant de voir que selon les collègues auxquels je m'adressais, selon les collègues avec lesquels je parlais, il y en avait pour qui il était évident que l'expression système dynamique désignait des systèmes dynamiques continus, et d'autres de mes collègues pour qui, de manière évidente, un système dynamique, c'était un système dynamique discret. C'est assez curieux. Et je me suis dit, ce serait quand même intéressant d'avoir une définition unifiée de ce qu'est un système dynamique. Et au bout d'un moment, et notamment après en avoir parlé avec André Ressman, j'ai vu que la bonne définition, pour moi, c'était de considérer qu'un système dynamique, c'est en fait ce qu'on appelle un foncteur, et qui est, c'est-à-dire une flèche entre catégories. Donc là, je suis désolé si pour certains d'entre vous ça ne me dit rien, alors que pour d'autres c'est vraiment trop simple, mais voilà. Un système dynamique, pour moi, c'est un foncteur défini sur une petite catégorie, disons A, et à valeur dans une catégorie qui n'est pas, qui pourrait être la catégorie des ensembles, je vais l'écrire en français, mais qui en fait ne sera pas la catégorie des ensembles. Bon.
Et j'ai absolument pas le temps de développer tout ça. Et encore une fois, je suis désolé si ça reste difficile à saisir pour certains d'entre vous. Mais ce que je peux dire en quelques mots, je pense compréhensible, c'est que cette définition, elle conduit à considérer des systèmes dynamiques qui ont des temporalités extrêmement différentes les uns des autres. C'est-à-dire que le temps, c'est comme si vous avez des systèmes dynamiques pour lesquels la temporalité était circulaire, des systèmes dynamiques pour lesquels la temporalité est à plusieurs dimensions, des systèmes dynamiques pour lesquels le temps est constitué, est en quelque sorte constitué de temporalités parallèles. En fait, à peu près toutes les formes que vous pourriez imaginer de temporalité, au titre du roman, de la science-fiction, de ce que vous voulez, deviennent simplement présents dans les modèles qui apparaissent ici. Donc vous avez des dynamiques à temps linéaire, des dynamiques à temps discret, à temps continu, à temps multidimensionnel, à temps circulaire, à temps, je dirais, à temps qui bifurque, comme dans la nouvelle de Borges, le jardin au sentier qui bifurque, où le temps lui-même bifurque. Alors, vous avez toutes ces dynamiques, chacune avec sa propre temporalité. Et la question qui m'a été posée d'ailleurs à l'origine par un collègue dans l'école d'ingénieurs où j'enseigne, c'est parce que mes collègues ingénieurs sont confrontés à des situations dans lesquelles ils ont des phénomènes qui appartiennent à des physiques différentes. Il y a des aspects mécaniques, il y a des aspects thermiques, mais il y a aussi donc des aspects électromagnétiques, mais il y a aussi de l'informatique embarquée. Vous voyez, quand ils veulent concevoir une voiture, ils doivent, ou un avion, ou ce que vous voulez, ils doivent incorporer tous ces aspects différents, et ce sont des aspects qui sont en interaction les uns avec les autres. Si vous avez un composant électronique qui est situé à un endroit où ça se met à chauffer trop, ça va avoir une incidence sur le fonctionnement du composant électronique. Donc il faut tenir compte des interactions entre des objets qui sont extrêmement différents les uns des autres, qui répondent à des physiques différentes, qui répondent même à des logiques différentes. Et donc se pose la question de l'interactivité, de l'interaction entre des êtres ou des objets qui sont comme issus de planètes différentes, quoi, en quelque sorte. Et ça fait penser à nous aussi. Nous sommes en interaction, mais nous sommes très différents les uns des autres. Comment on fait pour entrer en interaction avec des êtres aussi étranges, quoi. Et même soi-même, d'ailleurs, parfois, peut nous paraître très, très étrange. Donc, voilà, comment toutes ces dynamiques, chacun avec leur propre temporalité, vont pouvoir entrer en interaction. Alors, j'ai élaboré, donc, et ça m'a pris un certain temps, une théorie générale de l'interaction de ces dynamiques, chacune avec leur propre temporalité, d'une manière, comment dire, l'idée c'était que lorsque des dynamiques entrent en interaction, elles produisent ensemble, en quelque sorte, une nouvelle dynamique globale qui incorpore les dynamiques participantes. Et il va y avoir une dynamique d'ensemble. C'est ça l'idée. Alors effectivement, je suis arrivé à un tel résultat qui constitue donc ce qu'on peut appeler une théorie générale des systèmes, puisque vous prenez une famille quelconque, finie ou infinie, de ce que j'appelle des dynamiques, qui sont ces fameux foncteurs, chacune avec sa propre temporalité, vous précisez quelle est l'interaction entre ces dynamiques, et vous obtenez comme résultat une dynamique
globale qui est à son tour une dynamique ouverte susceptible d'entrer en interaction avec d'autres dynamiques, y compris avec elle-même ou avec certaines de ses composantes, mais avec en tout cas d'autres dynamiques, qu'elles soient en nombre fini ou infini. Bon. Et comme ça, on peut poursuivre le processus à l'infini. Mais chacune des dynamiques composantes possède un aspect connectif, en fait. Donc j'ai déjà développé cet aspect des choses. Il faut pour ça munir la catégorie qui donne la temporalité de la dynamique considérée d'une certaine structure connective. Donc ça, c'est la théorie des catégories connectives. Bon. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à développer, ça a été publié, ça existe. Bon. Chaque dynamique composante a donc, de cette manière-là, une structure connective interne. Mais l'interaction entre les différentes dynamiques est elle-même porteuse d'un aspect connectif. En fait, par lui-même. C'est-à-dire que c'est une définition générale et que j'ai posée il y a presque 3 ans, et qui est très très simple, qui est étonnamment simple d'ailleurs, mais qui est pas connu parce que simplement, en général, à part Hermann Brune en 1892, et puis il y a quelques autres noms depuis, mais personne ne s'est intéressé aux espaces connectifs. Donc on n'a pas pensé à poser cette définition, mais pour toute relation multiple, c'est-à-dire une relation à laquelle participent 2, 3 ou un nombre infini de composantes, disons techniquement une relation multiple définie sur une famille d'ensembles, eh bien, il y a naturellement une structure connective associée à ça, et qui définit à partir de la même idée que la structure connective d'un entrelac, c'est-à-dire que quand ce qui se passe au niveau de certains ensembles est totalement indépendant de ce qui se passe au niveau d'autres ensembles, eh bien, on peut considérer qu'ils se séparent à ce niveau-là. Et c'est sur la base de ces séparations que l'on peut définir la structure connective d'une relation multiple. Or, l'interaction entre plusieurs dynamiques, c'est une relation multiple. Alors c'est une relation, en fait, c'est une relation à 2 étages, parce que chaque dynamique, pour être ouverte, c'est-à-dire pour être influençable, va en fait dépendre de paramètres. Donc il y a les paramètres d'une dynamique, qui sont ce sur quoi les autres dynamiques peuvent agir, en fait. Et puis il y a les réalisations d'une dynamique. Et une interaction, je définis une interaction dans une famille de dynamiques comme une relation multiple entre toutes les réalisations possibles des dynamiques, c'est-à-dire les comportements effectifs des dynamiques, et tous les paramètres de toutes les dynamiques en jeu. Bon. Et cette relation multiple, comme toute relation multiple, donne lieu à une structure connective. Vous avez donc 2 types de structures connectives dans une famille dynamique, c'est-à-dire dans une famille de dynamiques en interaction. Vous avez la connectivité en quelque sorte propre à chaque dynamique, de manière interne, et vous avez la connectivité de l'interaction. Et la question, c'est comment, connaissant la structure connective, et en particulier connaissant l'ordre connectif des dynamiques qui participent à l'interaction, et connaissant la structure connective de l'interaction elle-même, qu'est-ce qu'on peut en déduire concernant la dynamique globale qui incorpore ces dynamiques en jeu. Je précise au passage que les dynamiques en jeu, de façon générale, sont des dynamiques non déterministes, c'est-à-dire que l'influence des unes et des autres ne détermine pas entièrement le comportement, qui reste ouvert en général, et il y aurait pas mal de choses à dire aussi juste sur cet aspect d'indéterminisme. Bon. Et l'histoire, c'est que, en fait, si vous voulez, ce que produisent ensemble les dynamiques en interaction, c'est un espace produit. C'est pour ça que je dis qu'elles le produisent
ensemble. Donc, des êtres en interaction produisent ensemble un espace produit. Mais comment on munit d'une structure connective le produit de plusieurs espaces? Bon. Et ça, c'est une des premières questions qui se posent, et du point de vue catégorique d'ailleurs, lorsque vous étudiez une catégorie, par exemple la catégorie des espaces connectifs, très naturellement et très rapidement, vous vous demandez comment définir le produit, ce qu'on appelle le produit de plusieurs espaces connectifs. Et il y a une réponse qui est très naturelle, qui s'impose, c'est de regarder si ce qu'on appelle en général dans un espace, dans une catégorie, le produit cartésien, si ça existe ou pas. Alors ce produit cartésien, vous l'avez tous rencontré dans certains cas, forcément. Par exemple, le produit cartésien de deux droites réelles produit le plan usuel. Ou bien vous avez peut-être, je ne sais pas, vu la notion de produit cartésien de deux ensembles, on obtient l'ensemble des couples. Dans le cas des espaces connectifs, la réponse est positive, c'est-à-dire qu'il existe effectivement un produit cartésien qui est défini par ses propriétés catégoriques. Donc ce n'est pas une définition arbitraire pour les espaces connectifs, c'est une définition générale du produit cartésien qui s'applique en particulier aux espaces connectifs et qui permet de définir le produit de deux ou de plusieurs espaces connectifs. Le problème, c'est que oui. Est-ce que dans ce produit cartésien, l'ensemble sous-jacent, c'est le produit des différents ensembles? Oui. Oui. C'est connexions. Donc, effectivement, si vous connaissez la notion de produit cartésien mettons, de deux ensembles, le produit cartésien de deux espaces connectifs, ce qu'on appelle le produit catégorique de ces deux espaces connectifs, en tant qu'espace connectif, sera effectivement constitué d'un ensemble de points qui sera le produit cartésien des ensembles sous-jacents, c'est-à-dire des ensembles de points que vous avez en oubliant les structures connectives, juste en regardant les points. Déjà à ce niveau-là, il y a un produit cartésien, c'est l'ensemble des couples, c'est l'ensemble des couples de points. Mais en fait, cet ensemble, ce produit cartésien des ensembles peut être muni de plusieurs structures connectives différentes. Il se trouve que le produit cartésien connectif, il est très bizarre. Il est disons, fantaisiste. En quel sens il est fantaisiste? Il est fantaisiste au sens où, mettons que vous preniez comme espace connectif celui-ci, avec 4 points, et tel que 2 points successifs ici soient connectés, et que vous regardiez le produit cartésien de cet ensemble avec lui-même. Donc, vous avez un ensemble de points sous-jacents, comme on vient de le dire, qui est le produit cartésien de l'ensemble. Voilà. Mais qu'est-ce qui sera considéré dans cet espace produit comme connexe et qu'est-ce qui sera considéré comme non connexe? La réponse du produit cartésien, du produit catégorique, c'est de dire qu'une partie de cet espace est connexe dès que les deux projections sont connexes. Alors, ça vous dit que, par exemple, si vous prenez l'ensemble constitué de ces points-là, voilà, mettons ces points-là, l'ensemble de ces 4 points-là, va être considéré comme connexe, parce que quand vous le projetez horizontalement, vous obtenez un connexe, voire l'ensemble entier qui est horizontal, et quand vous le projetez dans l'autre direction, vous obtenez aussi un connexe. Mais vous voyez que ça paraît un peu bizarre de dire que ce point-là est connecté aux autres, hein, parce que du point de vue en surplomb que l'on peut avoir vu d'ici sur le plan, il paraît quand même bien à l'écart des autres. C'est simplement les deux projections qui le montrent comme connecté. Et donc ça, je l'avais trouvé bizarre. J'avais tout de suite rencontré ce produit cartésien connectif, donc ça fait presque 15 ans. Mais je l'avais trouvé un peu bizarre, et bizarre par exemple dans le fait que si là ce sont des nombres que vous avez, 1, 2, 3, 4,
eh bien, une opération aussi simple que l'addition ne sera pas connective au sens où une partie connexe de ce plan, quand vous ajoutez les nombres correspondant à ces points, ne donnera pas forcément comme résultat une partie connexe. Que l'addition ne soit pas connective, je trouvais ça embêtant quand même. Et en plus, il y a une troisième chose, c'est que j'ai découvert au bout d'un moment qu'il y avait un autre produit qu'on peut appeler, que les mathématiciens appelleraient monoïdal, qu'il y avait un autre produit dans la catégorie des espaces connectifs qui avait une très bonne propriété, c'est le fait que c'était donc ce qu'on appelle un produit monoïdal fermé, c'est-à-dire qu'il y a une adjonction avec donc une relation profonde avec une structure qui peut être mise sur n'importe quel ensemble de flèches d'un espace connectif vers un autre. L'ensemble des morphismes d'un espace connectif vers un autre peut naturellement être muni d'une structure connective qui confère au produit monoïdal en question une position intéressante. Et donc, je m'étais détourné du produit cartésien des espaces connectifs, le jugeant trop fantaisiste, tandis qu'un autre produit, un certain produit monoïdal, avait de bonnes propriétés structurelles par rapport aux espaces connectifs. Donc pendant des années, j'ai oublié... Oui, il va falloir que je conclue. Donc pendant des années, j'ai oublié le produit cartésien des espaces connectifs, jusqu'à ce que récemment, je réalise que dans le cadre de l'interactivité entre les dynamiques connectives, ce qui était naturellement intéressant, c'était de considérer que l'ordre connectif des dynamiques en jeu dans une telle interaction allait permettre de construire une dynamique globale ayant un ordre connectif plus important. Par exemple, que l'ordre connectif de la dynamique globale engendrée par l'interaction de plusieurs dynamiques soit la somme des dynamiques en jeu, ou ce genre de choses, ou bien peut-être la somme au moins avec l'ordre connectif de l'interaction elle-même. Mais, et là, je me suis rendu compte que le produit cartésien tout fantaisiste qu'il fut devait rendre cela possible, alors que le produit monoïdal, que j'ai évoqué sans expliquer ce qu'il était, mais je ne peux vraiment pas tout expliquer, lui était peut-être plus terre à terre en un sens, ou plus solide, mais ne permettait pas de monter dans l'élaboration d'une dynamique globale qui soit effectivement d'ordre supérieur, si vous voulez. Et donc, c'est d'où ce que j'ai mis là dans le titre ou dans le résumé, je ne sais plus, pour l'exposé d'aujourd'hui, vers un imaginaire cartésien. Parce qu'en fait, ce qui permet, lorsqu'on se place du point de vue cartésien, c'est-à-dire du point de vue selon lequel ce qui connecte au niveau de ce qui est produit ensemble par plusieurs participants, dans le cas cartésien, ce qui fait que ça connecte, c'est les projections, c'est-à-dire la façon dont c'est reçu par chacun. Non pas une espèce d'objectivité. Si vous voulez, c'est comme si les points là que j'ai soulignés là, ils constituent quelque chose de connexe ensemble, en quelque sorte non pas objectivement, mais du point de vue de chacun des participants. Et que lorsqu'il s'agit, parce qu'on est en interaction, de construire quelque chose ensemble, au fond, ce qui compte, c'est non pas en quelque sorte une espèce d'objectivité de l'espace qui est produit ensemble, mais le fait que ça existe pour chacun des participants. C'est là où il y a quelque chose de l'ordre de ce que j'appellerais un imaginaire cartésien. Vous voyez ? Mais le mot cartésien ici ne fait pas référence à la philosophie de Descartes, hein, c'est juste référence
au produit cartésien. Hein, voilà. Bon, mais il y a beaucoup d'échos à d'autres niveaux. Donc, pour conclure, je dirais que le point fondamental, vraiment le plus important dont je voulais parler ce soir, je n'en ai pas dit un mot, mais que... alors, je vais quand même prendre 1 minute de plus. Tu peux revenir. Tu pourras revenir. Je pourrais revenir. Je vais quand même l'annoncer en... Mais de façon imaginaire, non? De façon, bon... Imaginaire. Voilà. Non, c'est très simple, vous allez voir, en 1 minute. Parmi toutes les dynamiques qu'on peut faire entrer en interaction les unes avec les autres, il y a des dynamiques très particulières qu'on pourrait appeler intemporelles, parce que ce sont des dynamiques pour lesquelles la temporalité associée, la temporalité sur laquelle elle repose, en fait est juste nulle. Il n'y a pas de temps qui s'écoule. Donc je les appelle intemporelles, celles-là. Donc a priori, elles n'ont strictement aucun intérêt. Sauf que, donc elles ne sont pas dynamiques du tout, puisque le temps ne s'écoule pas. Sauf que, pour des raisons techniques, pour que ça marche, la construction dont je vous parle, j'ai dû remplacer les foncteurs qui définissent ces dynamiques par quelque chose de plus général que j'ai appelé des sous-foncteurs et qui techniquement peut s'interpréter éventuellement comme des laxes foncteurs. Mais ces sous-foncteurs, donc j'en ai eu besoin pour que ça tienne simplement. C'est-à-dire que pour que la dynamique globale produite par l'interaction d'une famille quelconque de dynamiques soit encore une dynamique ouverte du même genre que celle qui la compose, j'ai dû ouvrir ça, donc j'ai dû affaiblir les conditions techniques qui définissent une telle dynamique. Et donc, c'est là où apparaissent ce que j'appelle des sous-foncteurs. Or, pour les dynamiques intemporelles, cet affaiblissement des contraintes fait que les dynamiques intemporelles peuvent devenir intéressantes, y compris en termes d'ouverture. C'est-à-dire que les dynamiques intemporelles, sous-fonctorielles, ou laxes fonctorielles, deviennent influençables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un modèle mathématique dans lequel des choses qu'on appelle dynamiques, mais qui en fait ne dépendent pas du temps, sont susceptibles d'être influencées par d'autres dynamiques avec lesquelles elles participent, à une interaction globale. D'accord ? Donc, dans cette interaction, vous avez des dynamiques temporelles avec des temporalités extrêmement variées, et vous pouvez avoir des dynamiques intemporelles, mais qui sont ouvertes. C'est-à-dire qui sont influençables par ces autres dynamiques, et vous vous souvenez qu'à un moment, j'ai précisé qu'en général, mes dynamiques sont non déterministes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir, disons, des comportements qui sont de l'ordre, qui expriment quelque chose de l'ordre d'un libre arbitre, mettons, pour le dire très rapidement, et qui vont influencer de l'intemporel. C'est-à-dire que la notion de libre arbitre n'est plus contradictoire avec la notion d'éternité. C'est-à-dire, vous agissez librement et votre action est totalement imprévisible, même pour vous-même, parce qu'en fait, c'est à l'instant même où vous posez un acte que celui-ci se décide librement. Ça n'est pas prévu à l'avance, ça n'est pas écrit à l'avance en aucune manière. Et ça vient s'inscrire à jamais dans ce qui a eu lieu. Mais c'est quoi ce passage entre ce qui est totalement indéterminé et le fait que ça s'inscrive et que ça laisse, par exemple, que ça laisse une trace? Cette articulation-là, elle devient pensable dans le cadre formel en question grâce à la notion a priori très curieuse de dynamique intemporelle ouverte. Voilà. Bon. Et c'était ça le point le plus important sur lequel je voulais insister, parce que je pense que cette notion, je pense qu'elle est très intéressante d'un point de vue métaphysique, mais je pense qu'elle est aussi un appel à tourner notre regard plutôt vers le haut. Voilà. Merci. Bien, on attend pour une question. Donc,
dernier point, là, ça me fait penser à la superposition d'états en physique des particules. Cette interporalité, en fait, c'est une superposition d'états. Peut-être, je sais pas. Puis, sous-jacent à tout ce que tu racontes, il y a le problème de la coexistence du continu et du discret, en fait, et qui est finalement le point essentiel. De fait, dans l'interaction entre différentes dynamiques, il peut y avoir certaines dynamiques continues, d'autres dynamiques discrètes. Mais le cadre que j'ai posé est très, très général. Donc, comment dire, du point de vue des applications, il est peut-être trop général. C'est-à-dire que après, il va vraiment falloir, si on veut appliquer ça à des questions précises, il faut dans chaque cas regarder bien définir tous les éléments qui constituent les dynamiques, les interactions, etc. Donc c'est à chaque fois un travail important. Or, il peut y avoir des morceaux entiers de tout cela qui fassent l'objet de théories spécifiques. Donc, par exemple, sur l'interaction entre des dynamiques continues et des dynamiques discrètes, le travail qui est fait par David Spivak, on évoquait tout à l'heure, il développe une théorie à partir de préoccupations extrêmement concrètes concernant, par exemple, le contrôle des avions qui s'approchent et qui s'éloignent d'un aéroport et qui doivent certainement ne pas entrer en collision les uns avec les autres. Ce qui est en jeu dans un tel système, c'est à la fois des comportements continus et des comportements discrets qui impliquent du matériel, qui impliquent des êtres humains. C'est d'une complexité extraordinaire. Pour ce type de situation, Spivak développe un cadre théorique dans lequel l'interaction entre des dynamiques continues et des dynamiques discrètes est en quelque sorte explicitement considérée. Dans la théorie que j'ai développée, il y a la place pour tout ça et pour bien d'autres choses encore. Mais c'est une théorie très générale, peut-être trop générale, enfin en un sens. Disons, qu'est-ce qu'elle a à dire directement sur le lien entre le continu et le discret? Oui, elle a des choses à dire, mais qui simplement le constat qu'il y a un même cadre formel au sein duquel, voilà, par exemple, dans la théorie des catégories, tu peux considérer des catégories qui ont des aspects de topologiques de continuité et d'autres qui sont plutôt de type discret, et puis il peut y avoir par exemple des foncteurs entre elles, voilà. Donc je me demande en fait si pratiquement tout ce que font tous les mathématiciens n'est pas d'une façon ou d'une autre lié à cette question de l'articulation entre le continu et le discret. En tout cas, c'est un thème qui est omniprésent. Enfin. J'ai une question sur le lien avec les nœuds, les entrelacs. Bon, je pense que déjà il vaut mieux dire entrelacs parce qu'un nœud finalement c'est une seule ficelle, comme tu disais, donc c'est un point, donc c'est pas intéressant. Par contre, les entrelacs, et dans la théorie des entrelacs, ce qui est important, c'est les croisements. On le voit bien sur le nœud borroméen, il y a des croisements. Alors je vois comment ces croisements ils apparaissent. Et puis dans la théorie des nœuds ou des entrelacs, ces croisements, c'est l'invariant le plus simple. Et ce que font les mathématiciens, c'est de trouver des invariants. Alors est-ce que ces choses-là, ça résonne dans les espaces connectifs ou pas? Si tu considères simplement la structure connective des entrelacs, on oublie énormément de choses de ce qui constitue les entrelacs. Par exemple, il y a plein d'autres entrelacs que celui-là qui ont une structure borroméenne. Ne serait-ce que parce que tu peux prendre un nœud et le compliquer et faire des dessus-dessous avec ce nœud-là. Donc, l'aspect connectif est un aspect en quelque sorte élémentaire. Ça ne veut pas dire que c'est facile ou que c'est simple, mais
il y a beaucoup de choses qui sont oubliées quand on ne regarde que l'aspect connectif. Donc, en particulier, d'un point de vue connectif, aucune différence n'est faite entre les dessous-dessus qui sont choisis là, et par exemple le fait de prendre exactement, d'en prendre qui serait totalement différent. Donc, admettons qu'il soit premier, c'est-à-dire qu'on ne va pas multiplier inutilement les croisements. Oui. Ces croisements, ils sont quand même fondamentaux dans le fait que dès qu'on va couper une ficelle, on va tout effondrer. Ils sont fondamentaux parce que c'est d'avoir choisi certains croisements, certains dessus-dessous, Ouais. qui confèrent à l'entrelac que tu construis de cette manière cette structure borroméenne ou bien une autre structure connective. Ouais. Mais c'est un autre entrelac construit de manière totalement différente. Tu dis, supposons qu'il soit premier, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait unicité en général. Disons, s'agissant par exemple de la représentation des espaces connectifs, le théorème de Brune, c'est que toute structure connective peut être représentée par au moins un entrelac. Est-ce qu'il y a une façon de dire qu'il y aurait un entrelac qui serait le plus simple ou pour lequel la structure connective en question serait réalisée? Je ne suis pas convaincu que ça existe. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait unicité. Même en ajoutant des conditions de minimalité, je ne sais pas, sur le nombre de croisements Mais il faut 3 anneaux déjà. On ne peut pas faire avec moins. Pour le brownien, oui. Pour le brownien en général. Pour le brownien en général, c'est le brownien le plus simple. Brownien, c'est avec N anneaux, N nœuds. Le brownien est le plus simple des browniens. Non, il y a juste avec 2, on peut dire que c'est encore brownien, et puis il y a juste avec 1, et il y a même avec 0. Mais non, mais quand 2, il y a quelque chose de plus là, c'est clair. 3. Ouais. Rapidement, des questions. C'est possible d'avoir accès à au fait que tout espace connectif fini a un topos état équivalent à un espace topologique. On a la démonstration de ça? Oui, je l'ai mise sur Archive au début du mois. Parce que il y a quelque chose qu'on peut consulter. Oui. C'est possible d'y avoir, parce que c'est. J'aimerais bien savoir comment. Oui, parce que en fait j'ai rédigé ça il y a un an, oui. Mais d'ailleurs tu étais venu, Jean, à l'exposé que j'avais fait où j'ai parlé de ça, mais j'avais aussi parlé des morphismes, parce que la question c'est pas seulement que les espaces, de montrer que les espaces connectifs finis ont, disons, son Morita équivalent aux espaces topologiques finis, c'est aussi de savoir ce qui, dans les morphismes entre espaces connectifs, passe. Et comment on construit le topos, c'est une question pas seulement les topos, mais les morphismes, ce qu'on appelle les morphismes géométriques entre les topos. Ouais. Chaque espace connectif a un topos. Donc, on a 2 espaces connectifs, disons, au niveau topologique, si on a 2 espaces topologiques et une application continue entre ces espaces topologiques, ça donne lieu au niveau des topos à 2 topos et à un morphisme de topos, un morphisme géométrique de topos. Qu'en est-il donc des morphismes au niveau connectif? Et cette partie-là, elle est toujours pas faite. Donc j'étais embêté parce que j'avais rédigé juste sur les objets, mais pas sur les flèches. Sur les espaces. C'est quoi les morphismes de la catégorie des espaces connectifs, j'imagine? C'est les morphismes connectifs. C'est les applications qui préservent la connexité. Mais en fait, il y a des choses là-dedans qui ne vont pas passer au topos. Ce qui devrait passer au topos, c'est les morphismes que j'appelle irréductibles, c'est-à-dire c'est ceux qui transforment les connexes irréductibles, ceux dont la connexité ne résulte pas des autres connexes, mais qui est un choix nouveau, comme par exemple le fait de connecter 2 points, c'est un acte, disons. Donc les morphismes irréductibles devraient passer, mais pas les autres, mais ça c'est pas fait et je ne l'ai pas rédigé. Donc j'étais embêté parce que j'avais rédigé un texte pour lequel il manquait quand même une partie importante, les flèches. Mais pour les objets, c'était fait. Et je suis allé parler de tout ça l'année dernière dans des séminaires, donc j'ai décidé quand même de mettre sur Archive ce qui concerne au moins
les espaces, sinon les morphismes. Donc ça se trouve. Le archive, c'est un serveur de préprint. Oui, c'est un site qui permet d'enregistrer vos textes et c'est, comment dire, il y a beaucoup de gens qui ont tendance, alors soit quand vous publiez effectivement un article dans une revue, vous pouvez le mettre sur archive de façon à ce que tout le monde puisse y accéder, voilà, mais il y a des gens qui ont tendance à mettre des articles sur archive sans forcément ensuite les soumettre à des revues ou sans qu'ils soient forcément publiés dans des revues, et je fais partie de ces gens-là. Voilà. Comme Perelman. Jean, c'est une dernière question. Est-ce que tu es soucié de voir quelle sorte de limite et surtout de co-limite la catégorie des espaces connectifs possède? Ah oui, il y a toutes les limites et toutes les co-limites. Toutes les co-limites aussi, avec les mêmes morphismes? Oui, avec les mêmes morphismes. En fait, c'est ce qu'on appelle c'est ce que Ehrlich et d'autres ont appelé une catégorie topologique. Ah oui, mais ça, c'est... Voilà, c'est parlé il y a très longtemps. Il y a très longtemps, et c'est toi qui m'avais d'ailleurs dit, mais remarque que l'ensemble des structures connectives sur un ensemble de points donnés est un treillis complet. Donc, effectivement. Je suis désolé, mais on est obligé de s'arrêter. Merci encore à Stéphane. Bravo. Les tresses. C'est des brunières. Ah bah oui.